Bonjour Jean-Marie Denoy. Vous êtes professeur de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, cofondateur du CIRAL, le centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines que vous avez créé en 1999, il y a 23 ans, et qui est installé en région Basse-Normandie. On dit du CIRAL qu'il est le leader mondial en pathologie locomotrice du cheval. On va parler du CIRAL, mais d'abord on va parler de vous, puisque l'idée c'est déjà de revenir sur votre parcours. Docteur Denoy, vous êtes né, vous avez grandi en Franche-Comté dans un milieu rural, agricole, où vous avez été très tôt au contact des animaux. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre histoire et aussi l'histoire de votre profession? Car on dit souvent du métier de vétérinaire qu'il est d'abord une vocation. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Et comment vous êtes devenu passionné de cheval et ensuite vétérinaire? Bon, alors d'abord, ça n'a pas du tout été une vocation. Bon, comme vous l'avez dit, donc j'ai été bercé dans mon enfance d'un environnement rural et forestier. Mon père était exploitant forestier, hein, donc j'ai commencé ma vie comme ça. Et je travaillais avec mon père pendant les vacances et je travaillais un peu à l'école parce que j'étais passionné de sport. J'ai joué au rugby pendant plusieurs années et c'était ma passion. J'étais plus intéressé par le sport que par les études. Mais en même temps, les chevaux m'ont toujours... J'ai toujours eu une attirance pour les chevaux parce que je me souviens que je passais mon temps à faire le circuit et des chevaux qui étaient au prix avec mon vélo. Franchement, ce sont des traits comtois. Et donc je ne sais pas pourquoi il y avait cette attirance-là, mais ça a été effacé par ma période sportive. Et puis, je n'étais pas un très bon élève. Dans les petites classes, je me suis, d'une façon curieuse, mis à travailler et à m'intéresser aux études quand j'étais en troisième, puis je suis devenu un très bon élève en terminale. Et alors en terminale, j'avais envisagé être prof de dessin, parce que j'aime bien dessiner, et je ne suis pas mauvais en dessin, et je voulais être prof de gym parce que j'aimais le sport, je voulais être prof de maths parce que j'étais bon en maths, et puis il se trouve, curieusement, que dans ma classe de terminale, il y avait une personne, un de mes camarades, qui voulait faire vétérinaire depuis toujours. Et puis on a discuté un peu, je me suis dit, mais tiens, je pourrais aussi faire ma candidature pour une classe préparatoire. Et donc j'ai été pris en classe préparatoire, j'avais le choix entre le sport vétérinaire et des carrières différentes, et puis j'ai choisi vétérinaire. Donc je suis venu à l'école vétérinaire de Lyon, et ça s'est passé comme ça. Et voilà, donc au départ je voulais être rural, c'est-à-dire faire des vaches. Mais comme j'étais bon en anatomie et en dessin, parce que ça va ensemble, hein, les dessins et l'anatomie, le prof d'anatomie qui est très connu, le professeur Robert Baronne, m'a dit il faut que tu restes dans l'enseignement. parce que j'avais des aptitudes pour ça. Donc je suis resté 1 an pour voir. Et puis j'ai passé l'agrégation, puis en même temps je faisais des études biomécaniques parce que le sport m'intéresse, sur le cheval, biomécanique sur le cheval, parce que c'est revenu un petit peu en même temps, c'est-à-dire que l'anatomie du cheval m'a passionné, et puis quand on était sportif, on aime bien savoir comment fonctionnent les muscles, les articulations, les tendons, donc j'ai commencé mes études de biomécanique. Mais c'était une période très fondamentale, c'est-à-dire de sciences fondamentales. J'ai commencé à monter à cheval très tard, quand j'étais à l'école vétérinaire, mais le fonctionnement du cheval m'a toujours intéressé. Et de ces études biomécaniques, j'ai acquis la responsabilité du service de radiologie à l'école vétérinaire de Lyon. J'ai commencé à faire de la radio, puis de la radio je suis passé à la clinique, et tout s'est enchaîné. Et alors sur votre fiche de présentation, donc sur le site de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, on peut lire les éléments suivants, et vous allez m'aider à les décrypter. Je vais tout lire. Professeur Jean-Marie Denoy, DMV, agrégé, PhD, HDR, ASOS LAECVDI, CERT ISELP, DACV SMR, DE CVSMR, président de l'ISELP, président de l'ALAPIL, fonction, professeur de l'ENVA, donc École vétérinaire d'Alfort, fondateur du CIRAL. Qu'est-ce que c'est que toutes ces certifications? Ah oui, ça c'est des titres universitaires. C'est-à-dire qu'on commence par être docteur vétérinaire, comme je vous ai dit, j'ai passé assez vite l'agrégation d'anatomie, ça s'est très bien passé. Et puis ensuite, dans la carrière universitaire française, on doit passer
un PhD pour être HDR, c'est-à-dire habilité à diriger les recherches de jeunes collègues. Ça, c'est la filière française. Maintenant, à l'échelle internationale, ça fonctionne par collège. Et les collèges, c'est des collèges de spécialistes. Donc, je suis spécialiste en imagerie, c'est l'imagerie diagnostique. Et puis, après ça, un petit peu après, je me suis intéressé à la réhabilitation. Donc, j'ai passé l'examen américain le collège américain de médecine sportive, c'est ce que vous avez listé. Et puis le collège européen s'est mis en place après, j'ai été fondateur, enfin un des fondateurs du collège européen. Donc maintenant on a un collège européen de médecine sportive, ça ce sont des spécialistes à l'échelle internationale. La médecine sportive et réhabilitation. Donc ça ce sont, comme vous voyez, tous des titres universitaires, français d'une part et internationaux d'autre part. Aujourd'hui, des années de pratique et d'expérience plus tard, est-ce que vous êtes toujours aussi passionné par le cheval? Est-ce que vous avez le sentiment de découvrir encore des choses qui viennent bouleverser vos croyances et vos pratiques vétérinaires? Est-ce que je suis toujours passionné par le cheval? Évidemment. Ça évolue, c'est pas la même passion qu'au début, c'est une passion plus profonde maintenant. C'est-à-dire que comme j'ai la chance de quelques décennies de recul, j'ai maintenant une connaissance beaucoup plus globale, à la fois globale, précise dans le détail et synthétique, ce qui est difficile à percevoir pour un jeune véto parce qu'il faut du temps. Dans tout ce qui a trait au cheval, même pour un entraîneur, un cavalier, il faut du temps. Et il faut passer du temps au contact des chevaux. Le problème de l'époque actuelle, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut tout apprendre sur Internet ou dans les livres ou dans les publications. Or, ce n'est pas vrai. Quand on travaille avec les chevaux, c'est l'imbibition quotidienne qui compte, c'est-à-dire le contact permanent à tous les niveaux. Je parle au niveau de l'entraînement, de l'élevage et de la compétition, et en particulier de la médecine vétérinaire. Le problème des jeunes vétérinaires actuels, c'est qu'ils sont un petit peu noyés par la littérature, par les livres, par les articles scientifiques, et ils ont moins de temps à passer avec les chevaux. Or, tout ce que j'ai appris, c'est les chevaux qui m'ont appris. C'est pas ce que j'ai lu dans des articles. Je sais qu'on va pouvoir bientôt rentrer dans le cœur de la conversation. On est venu assister à votre conférence sur la biomécanique du cheval de sport, qui était passionnante et qui va nourrir notre conversation grandement. Je sais que ça va intéresser les auditeurs puisque vous n'avez pas de filtre. En tout cas, j'ai l'impression que vous dites vraiment les choses comme vous les pensez. Mais avant ça, j'aimerais juste qu'on prenne un moment pour parler du CIRAL, qui est quand même une structure de référence en France, en Europe, dans le monde, pour le traitement vétérinaire et notamment la biomécanique des chevaux. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement du CIRAL, quel est son fonctionnement et aussi quelle est sa valeur ajoutée dans le paysage vétérinaire français, européen? Oui, bien sûr. C'est une longue histoire le CIRAL, parce que ça a commencé en 1994 par un coup de fil de la région Basse-Normandie à l'époque, qui me demandait de développer un centre en Normandie qui valorisait l'élevage et l'exploitation du cheval en Normandie. Alors évidemment, s'il s'adressait à moi, c'était pour faire un centre médical. Et à l'époque, on n'avait pas des techniques d'imagerie de pointe comme la scintigraphie, l'IRM, ou l'échographie haute définition. Donc à l'époque, je travaillais à Mésalfort, on n'avait que radiographie, échographie. Donc c'était pour moi l'opportunité de développer un centre muni de toutes ces techniques de pointe pour aller plus loin dans le diagnostic des causes des troubles locomoteurs chez le cheval. Alors troubles locomoteurs, c'est les boiteries, oui, mais c'est aussi des troubles sportifs, c'est-à-dire que le cheval qui tourne mal à droite ou qui se décale à gauche en sautant, des choses comme ça. Donc c'était une opportunité formidable pour moi de mettre au point ce centre-là, d'identifier les techniques d'imagerie les plus appropriées, et puis ensuite de mettre les hommes qu'il fallait à l'intérieur, les hommes et les femmes bien sûr, qu'il fallait à l'intérieur pour faire fonctionner. Parce que je m'aperçois de plus en plus que ce qui fait la valeur d'un centre, c'est pas seulement les bâtiments, les équipements, c'est aussi ceux qui travaillent dedans, et c'est très important. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir cet ensemble cohérent pour faire du CIRAL un centre pilote.
parce qu'à l'époque c'était vraiment un centre pilote, en particulier en France, il n'y avait pas d'autre centre qui avait la scintigraphie ou l'IRM. Et ce centre pilote, il a tiré vers le haut les cliniques vétérinaires normandes, qui ont dû s'équiper parce que les clients étaient demandeurs, sachant qu'au CIRAL on pouvait faire tel ou tel examen, ils ont demandé aux autres confrères de faire la même chose, et finalement tout le monde s'est attiré, toute la médecine vétérinaire normande et nationale vers le haut. Et alors ce développement m'a permis aussi d'avoir de publier, de faire des conférences à l'étranger, donc de faire rayonner. Un mot, mais je suis paumé. Coupé. C'est pas grave, on va voir. C'était qui? Monsieur le maître. Oui, d'accord. Et donc, ce centre pilote nous a permis de faire des examens approfondis sur les chevaux. Ça m'a permis, moi, de faire pas mal de conférences en France, à l'étranger. Et c'était un des objectifs de la région normande, c'est ce que je disais, donc de valoriser la région pour faire venir des investisseurs, des éleveurs, des entraîneurs en Normandie. Et donc de ce point de vue-là, le centre a été une réussite à tous les niveaux, du point de vue de la médecine vétérinaire, du point de vue de la renommée et du rayonnement de la région. Est-ce que vous pourriez nous parler des pathologies que vous détectez et traitez au sein du CIRAL? Est-ce que, d'après vous, ces pathologies, elles peuvent avoir un dénominateur commun? Je m'explique. Est-ce que vous avez identifié des facteurs qui pourraient justifier qu'il y ait autant, par exemple, de cas de tendinite ou de suspenseurs, etc., ou autres pathologies courantes? Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un manque d'éducation générale sur le physique et la physiologie, la biomécanique du cheval, un manque d'attention et de prudence dans la gestion de la carrière d'un cheval de sport, ou du côté de l'élevage et de la modernisation peut-être des chevaux? Il y a beaucoup de questions. C'est une kyrielle de questions de la même intervention. Je ne peux pas tout traiter. Je ne traitais qu'une chose, c'est que quand on élève des athlètes, c'est pour faire de la performance. Pour faire de la performance, il faut de l'entraînement intensif, pour toujours courir plus vite, sauter plus haut. Donc rien que ça explique que les chevaux présentent des lésions. Alors, on a deux grands types de lésions, effectivement. Il y a les lésions d'élevage, c'était bien connu autrefois, l'ostéochondrose. Mais comme on a fait de la sélection depuis le début des années 90 en France sur les étalons notamment de sport, c'est le français anglo-arabe, on s'aperçoit qu'on a terriblement amélioré le statut ostéo-articulaire des poulains. Et donc l'ostéochondrose est presque une maladie du passé maintenant, voilà, grâce à la sélection. Ensuite, néanmoins, ces chevaux-là, ils sont effectivement élevés pour faire de la performance, donc ils sont soumis à des contraintes physiques. Et ces contraintes physiques vont être responsables de lésions articulaires, de lésions tendineuses. Alors, oui, il y a une évolution de la pathologie, comme vous l'évoquiez, c'est-à-dire qu'on a peut-être moins de pathologies articulaires et plus de pathologies de tissu mou, de type tendon. Oui, mais c'est lié au fait que, encore une fois, la sélection a amélioré le statut osseux, et les chevaux étant améliorés, ils sont plus efficaces sur le plan sportif, elles font plus de lésions tendineuses. Voilà, maintenant, dans l'explication des lésions tendineuses, alors c'est très différent selon les disciplines. On n'a pas les mêmes chez les pur sang, chez les trotteurs, chez les chevaux de sport. Donc la discipline a une incidence, et puis les sols ont une incidence. Et maintenant, comme on travaille sur des sols qui sont très réactifs, les chevaux vont plus vite et sautent plus haut qu'autrefois. Ce n'est pas seulement la sélection, l'amélioration du potentiel athlétique, mais aussi la réactivité des sols. Et ça fait qu'effectivement, on a des lésions tendineuses un peu plus fréquemment qu'avant. Il faut dire aussi qu'il y en a plus qu'avant parce qu'on les identifie mieux. C'est-à-dire qu'avant, un cheval qui boitait, c'était une ostéite de troisième phalange. On connaissait, moi quand j'étais étudiant, on connaissait que ce diagnostic-là pour les boiteries antérieures. On connaissait les parvins pour les postérieures, l'ostéite de troisième phalange pour les antérieures. Mais maintenant, avec les moyens d'investigation, effectivement, on a identifié toute cette pathologie tendineuse qui était sûrement sous-diagnostiquée autrefois. Donc il y a plusieurs facteurs. L'élevage, l'exploitation, nos méthodes diagnostiques qui font que, oui, la pathologie évolue.
Justement, vous venez de nous parler du fait que les diagnostics ont évolué. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu justement de l'évolution du métier de vétérinaire ces dernières années? On ne fait pas face donc à de nouvelles pathologies, mais sans doute parce qu'on les diagnostique plus et mieux. On fait aussi face à de nouvelles technologies. Vous avez parlé au début de la scintigraphie, etc., etc. Quel est votre point de vue, vous, sur l'évolution du métier, l'évolution des technologies qui vont avec? Comment est-ce que vous pensez que le métier de vétérinaire va encore évoluer dans les années à venir? Bon, c'est pareil, ça nécessiterait bien de longs débats, mais pour être très synthétique, bon, c'est clair que le développement de nouvelles techniques fait que les jeunes ont une attirance pour ces techniques. C'est-à-dire l'IRM, le scanner par exemple, la scintigraphie. Et parce que c'est des techniques qui permettent une communication facile. Envoyer une image radio ou une image IRM à un collègue ou à l'étranger, c'est facile, par Internet maintenant. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une attirance pour ces techniques, mais il y a moins d'attention et de formation, sans doute, pour l'examen clinique de base. Et ça c'est un vrai problème, parce que les techniques sont tellement sensibles actuellement qu'on est capable d'identifier énormément d'anomalies, mais la plupart de ces anomalies sont parfaitement subcliniques et bien tolérées. Et celui qui n'a pas fait un examen clinique approfondi, il ne va pas pouvoir discriminer celles qui ont une incidence sur la locomotion des chevaux et qui sont éventuellement responsables de la motrine, et celles qui ne le sont pas. Donc le risque actuel, et des années à venir encore pire, c'est que voilà, l'examen clinique soit chanté un petit peu dans la démarche et que on se fonde essentiellement sur des images qui ne sont pas nécessairement directement corrélées au vrai problème du cheval lorsqu'il est en exploitation. Et ça, c'est un vrai problème. Est-ce que vous craignez parfois que justement l'évolution et l'apport des technologies dans le monde vétérinaire, même dans le monde de l'équitation en général, ça puisse freiner un peu aussi le devenir des hommes de chevaux, c'est-à-dire qu'on prend moins le temps d'observer, de comprendre, de ressentir? Oui, bien sûr, ce que je ressens à l'échelle des vétérinaires, c'est la même chose chez les cavaliers, les entraîneurs et les éleveurs. C'est-à-dire que, oui, autrefois, les éleveurs passaient du temps avec leurs chevaux, peut-être plus que maintenant. Les cavaliers, bon, ils avaient peut-être plus une formation pragmatique de base, mais la notion d'homme ou de femme de cheval, oui, est quelque chose qui risque malheureusement de s'atténuer à l'avenir. Et là, je pense qu'une des causes, c'est les techniques de communication, la facilité de communication, c'est-à-dire que les jeunes pensent qu'on peut facilement apprendre sur Internet. Maintenant, on a des tas d'informations. Le problème pour les vétérinaires, et je pense que c'est la même chose pour les autres catégories de professionnels du cheval, c'est qu'on croule sous les informations. Et comme il y a énormément d'informations, on a moins de temps à passer avec le cheval, de s'imbiber de la connaissance de base du cheval. Alors qu'autrefois, c'était la seule façon d'apprendre, être avec les chevaux. Et je pense que ça, c'est un risque majeur, et on le ressent bien même chez les clients. C'est-à-dire la connaissance de l'hypologie de base a régressé, je pense. Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez commencé à réfléchir au projet du CIRAL en 1994. Il a été fondé en 1999, donc oui. Si je fais le raccourci, pour moi c'est l'époque des JO d'Atlanta, c'est l'époque d'Alexandra Lederman, c'est cette époque-là de ces cavaliers-là, Éric Navet, etc. Depuis cette génération de cavaliers-là, je vais parler du sport, peut-être que vous pourrez nous amener à faire le parallèle avec le trot, c'est un milieu qu'on connaît moins, mais depuis cette génération de cavaliers que vous côtoyez tous les jours, à la génération des cavaliers d'aujourd'hui, est-ce que vous avez une lecture que vous êtes capable de faire sur l'évolution justement? Est-ce que les cavaliers ont changé? Je me garderais bien de juger l'évolution d'une profession que je connais pour la fréquenter, mais que je ne connais pas en profondeur. Il est clair que maintenant, autrefois on avait des cavaliers qui étaient éleveurs, entraîneurs et pilotes. Maintenant on a des cavaliers qui sont que pilotes. C'est pareil dans le trot. Donc je pense que voilà, si une personne se cantonne à piloter un cheval, il n'a pas la connaissance
du cheval qu'il pilote aussi profonde que celui qui l'a élevé, entraîné et amené à la compétition. Donc, et ça, c'est une évolution qu'on a dans toutes les disciplines, en particulier dans le trot. Dans le trot, il y a des gens qui ne font que monter sur les outils pour être à l'aise dans un peloton. C'est un métier différent. Donc, actuellement, la filière est un petit peu compartimentée entre éleveurs, entraîneurs, utilisateurs, pilotes, après ça, vétérinaires, tous les sons derrière. Je vais peut-être faire un raccourci avec le sport de manière générale parce qu'on a parlé de l'évolution des cavaliers, mais en fait là où on veut en venir un peu plus tard dans les questions, c'est l'évolution du sport en corrélation avec les pratiques vétérinaires. Vous avez terminé votre diapo là lors de la conférence avec une dernière image qui disait sport et bien-être c'est compatible à tous les niveaux. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de ça, nous expliquer si d'après vous le sport, la performance sportive à laquelle on est confronté aujourd'hui dans le sport de très haut niveau, et encore une fois on parle de sports équestres mais on peut faire le parallèle avec le trot, est vraiment compatible avec le bien-être des chevaux, avec le respect de leur intégrité physique? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'un cheval, s'il est bien géré, est aussi heureux à être en compétition, à être choyé matin et soir. Un cheval, ça aime le contact. Ça aime le contact des autres chevaux, ça aime le contact des humains. Il est aussi heureux que d'être délaissé dans une pâture, au fond d'une pâture. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui pensent que, effectivement, moi je pense aussi qu'un cheval a besoin d'être dans de grands espaces auprès de pouvoir occasionnellement bénéficier de ce type de situation. Mais tout dépend de la gestion. Il y a des chevaux sportifs qui ils sont certainement conditionnés à être des athlètes, à ce qu'on s'occupe d'eux matin et soir, et ils aiment ça. Et si vous les mettez en fin de carrière, brutalement dans un pré, ils végètent, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans leur environnement. Donc c'est toute une question de préparation de l'état mental du cheval. Et si on s'en occupe bien, il y a des chevaux qui adorent s'entraîner et qui adorent faire de la compétition. Vous avez, dans le trot, que je connais un peu mieux, il y a des chevaux qui sont moyens à l'entraînement, mais ça existe en ce moment aussi. Et dès qu'on les met sur une piste ou sur un terrain de concours pour les chevaux de CSO, ils sont transformés. Donc il y a des chevaux qui adorent la compétition. Donc c'est toute une question de gestion, c'est sûr que le cheval moi je considère qu'un cheval est spontanément généreux. Il a envie de faire plaisir à son utilisateur. Maintenant, la responsabilité de l'utilisateur, c'est de pouvoir détecter justement des signes à partir desquels le cheval sera moins volontaire ou moins prédisposé à faire ce qu'on attend de lui. Mais dans la mesure où cette coopération, cette complicité existe, le cheval peut être bien à tout le niveau d'exploitation. Alors je vais continuer, en fait on va revenir sur les propos de votre conférence qui, comme je le disais déjà, était vraiment très intéressante. Il y a autre chose, un autre sujet que vous avez abordé très brièvement, c'était le sujet du pied nu, qui est controversé, qui est vraiment difficile, on a du mal à comprendre, il faut pas. Pourtant les lignes ont bougé. Depuis quelques années, c'est le cas dans le trot, puisque vous en parliez, il y a beaucoup de trotteurs maintenant pieds nus, c'est le cas dans le galop, je le sais, et puis dans le saut d'obstacle à haut niveau, beaucoup de très bonnes performances, Henrik von Eckermann, Julien Epaillard, Victor Wittendorf, Peder Fredriksson, qui sont faites avec des chevaux pieds nus à haut niveau. Vous disiez en 2013, dans une interview, la ferrure est indispensable en compétition pour le cheval. Est-ce que vous avez changé d'avis? Oui, je pense que ce que vous ressortez là, c'est une petite partie de l'interview. Ouais, c'est le problème de la presse, malheureusement, c'est le problème de la presse écrite, du coup je n'ai eu qu'une petite partie. Non, bien sûr. Non, mais vous savez, moi mes chevaux sont déférés depuis longtemps, mes propres chevaux. J'ai entraîné des trotteurs déférés à certains temps, et je me suis aperçu que les entraîner déférés, ça avait des limites. Donc il n'y a pas de, si vous voulez, d'attitude catégorique dans un sens ou dans l'autre. Et comme je l'ai dit, quand on a fait notre étude du déferrage chez le trotteur, on s'aperçoit que ça a des avantages, et en particulier la vitesse, et que ça a des inconvénients, c'est l'usure du pied. Et on a pu mesurer cette usure de pied chez le trotteur, dans cette discipline particulière. Donc c'est toute une question de mode d'utilisation et d'abord rationnel de la situation, premièrement. Deuxièmement,
Et il y a deux choses qui sont à introduire, c'est les variations interindividuelles, d'une part, et les disciplines, d'autre part. C'est-à-dire qu'il y a des chevaux, la conformation du pied et la qualité de la corne est variable selon les chevaux. Hein, il y a des chevaux qui tolèrent très bien d'être déferrés, qui ont une corne dure, pigmentée, qui est très résistante, et quand on la part, on a des difficultés. Hein, et puis il y a des chevaux qui ont la corne friable, et ça c'est des variations individuelles. Hein, donc il faut adapter aussi la situation à la qualité de la corne des chevaux. La troisième chose, c'est que les conditions d'exploitation ont changé, et la nature des pistes a terriblement évolué. Entre ce que vous évoquiez là, je ne sais plus en quelle année, et maintenant, les sables fibrés se sont développés, ce sont des sols qui sont très adaptés à toutes les disciplines, hein, et en particulier au sport. Maintenant, comme vous savez, il y a les pistes fibrées à 2000 pour les galopeurs. Hein, donc, ceci fait que maintenant un cheval tolère mieux l'entraînement déferré sur une piste de cette nature-là, et mieux d'être efficace en compétition. Maintenant, toutes les compétitions internationales de chevaux de sport, hein, le CSO en particulier, se font pratiquement sur des sols fibrés. Or, ces sols fibrés, ils ont l'avantage d'être à la fois amortisseurs et d'avoir une bonne cohésion. C'est-à-dire que le cheval sur le cercle, hein, adhère bien à cause des fibres. Hein, ce que je disais peut-être dans ce que vous évoquez, là, c'est la compétition sur herbe. Et quand un cheval est sur herbe mouillé, déferré, il n'est pas à l'aise. Il a du mal à prendre un virage. Donc c'est toute une question de situation. Vous voyez, ressortir un petit élément comme ça, ce n'est pas nécessairement significatif de l'ensemble. Hein, mais oui, je pense que maintenant, les bons résultats à haut niveau, hein, sur chevaux déferrés s'expliquent non seulement parce que voilà, le cheval est plus à l'aise comme ça, mais par la nature du sol, puis comme je l'ai dit, hein, par l'allègement, hein, de l'extrémité du cheval qui fait que sportivement il est plus efficace. On avait eu l'occasion d'en discuter avec Peder Fredriksson, c'était à Genève l'année dernière, donc il y a plus ou moins un an, il était numéro 1 mondial, et je m'étais fait cette réflexion pendant qu'il en parlait. Il expliquait qu'il allait monter à cheval, redescendre, reparer, remonter à cheval, sentir la différence, redescendre, parer. Et je me disais, oui, mais nous, on n'est pas Peder Fredriksson, on n'a pas non plus l'expérience, le ressenti, la capacité de... Vous savez, là moi j'aimerais bien faire des études, hein, de type carré latin, c'est-à-dire sur le cavalier en aveugle, parce qu'il y a un effet placebo que je connais bien dans mon domaine, hein, qui est incontestable. C'est-à-dire qu'il faudrait faire, parce que si le cavalier fait ça, il sait qu'il a pareil et qu'il n'a pas pareil, mais il faudrait faire ça en aveugle. Vous comprenez? C'est-à-dire, moi ce que j'aimerais faire comme étude, par exemple, c'est prendre 5 chevaux, un cavalier, hein, qui a l'habitude de ses chevaux, de présenter au cavalier ses chevaux ferrés, de lui faire un petit parcours, de déferrer les chevaux sans que le cavalier soit au courant qu'il est déferré, de faire réutiliser le cheval déferré et de voir si son ressenti est le même. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre approche clinique. C'est-à-dire que, vous savez, nous, quand un cheval boite, vous savez, on fait des anesthésies, on regarde si le cheval est mieux après ou avant anesthésie. Mais rien que le fait de savoir que le cheval est anesthésié, on a tendance à voir que le cheval est amélioré. Alors que si on lit en aveugle, c'est-à-dire que moi je fais des vidéos de tous mes chevaux, vous avez vu là, si après avoir fait une anesthésie, on représente en aveugle le cheval avant et après, sans savoir si c'est avant ou après, on a une objectivité qui est bien supérieure sur l'évolution. Donc oui, c'est pour dire que dans cette approche-là, oui, le cavalier monte dessus, il part un petit coup, il remonte dessus, il voit si c'est bien. Les entraîneurs de trop font ça depuis